Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, Verstappen, la motivation pour gagner est encore plus grande après ces deux titres. Notre base est bonne. Si Red Bull s'appuie sur ça et choisissent la bonne direction, alors avec un peu de chance, nous pourrons avoir une autre chance au championnat. Alors là, c'est Yos qui dit ça du coup. Tout dépend de la façon dont nous sortons de l'hiver et améliorons la voiture. Je fais confiance aux gens de l'usine pour concevoir une autre excellente voiture. Pendant la pause hivernale, je me concentrerai à nouveau sur l'année prochaine, a déclaré Max. Selon Yos, il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur la motivation de Max. Si tu mets Max dans une voiture de course avec un casque, il est motivé. C'est simple. Pourtant, il y a aussi de l'espoir dans le camp de Verstappen, que la compétition se rapproche un peu plus. En 2022, Verstappen a terminé avec 146 points d'avance sur Leclerc. J'espère qu'ils se rapprocheront, mais juste derrière moi. Bien que Verstappen ait indiqué qu'il ne voulait pas rouler en F1 pour toujours, il n'est pas encore satisfait après 2 titres mondiaux. La motivation pour gagner est encore plus grande qu'avant. C'est agréable d'être au sommet, c'est là que tu essaies de rester. Voilà, donc il veut un 3ème titre d'affilée, Max Verstappen, évidemment. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? On verra s'il y arrive. Allez, ciao ciao. Je ne vois pas comment la confiance pourrait être établie entre Verstappen et Perez. Chez Sky Sport, ils pensent qu'en 2023, nous pourrions encore voir les conséquences de ce qui s'est passé au Brésil entre Perez et Verstappen. En effet, l'incident sur le circuit Interlagos pourrait avoir provoqué une rupture de confiance. C'est tout ce qu'on veut voir, effectivement. Du buzz chez Red Bull. Je veux un Checo revanchard qui ne se laisse plus marcher sur les pieds. Je doute que ça arrive, mais bon, on sait jamais. Il doit y avoir des problèmes de confiance, analyse David Croft. Tu dois pouvoir faire confiance à ton équipe et en tant que pilote à ton équipier. Quoi qu'il se soit passé à Monaco, et on suppose que l'accident de Checo n'était pas dû à la malchance, dirons-nous, c'était pas un acte de malchance. Il y a là un problème de confiance. Et au fond de ton esprit, peu importe qui tu es, tu te dis, vont-ils recommencer? Je ne vois pas comment ça peut être réparé. Chandok est d'accord avec les paroles de son collègue. Je pense que nous ne découvrirons les véritables dégâts causés par le Brésil que l'année prochaine, au moment où on demandera à Checo d'aider Max encore, et je pense que ça sera intéressant. Mais en fin de compte, Checo doit améliorer son jeu parce qu'il a surclassé Max que 3 fois cette année. Toutes les fois sur des circuits des street circuits, donc des circuits urbains, dont l'un à Monaco, ce qui peut être un peu un Astérix aussi. Un Astérix. Il fait allusion à l'accident en qualif. Bon, ok, d'accord. Chez Red Bull, on affirme en tout cas que l'incident du Brésil a été longuement discuté, que Verstappen et Perez sont de nouveau en bons termes. La saison prochaine, on saura vraiment si c'est le cas ou pas. Bah ouais, ils ont tout dit, je pense que... Alors Red Bull dit que ça s'est arrangé. Eux, ils disent qu'il va y avoir du clash. Bon, peut-être que la réponse se situe entre les deux. Peut-être qu'il y aura des tensions de temps en temps, mais que globalement, ça ira entre les deux, je pense. On verra ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et Mick Schumacher peut-il remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes? Il pourrait se passer quelque chose. Ralf Schumacher, bah oui, évidemment. Qui d'autre peut penser ça, que la famille Schumacher, du coup? C'est une grande opportunité pour Mick. Il peut regarder par-dessus l'épaule d'une équipe de pointe au travail et apprendre beaucoup de choses, a déclaré Ralph au site Sport1.de. En tant que pilote de développement, Mick peut apprendre beaucoup de choses, mais dans son rôle de pilote de réserve, il peut aussi remplacer Russell ou Lewis, si un des deux ne peut pas courir. Nous avons connu cette situation plus souvent ces 3 dernières années, bien que Lewis Hamilton soit toujours un pilote de pointe absolue. Il n'est plus tout jeune. Depuis, il a du temps ronge, alors on ne sait jamais. Mick est principalement associé à Audi. Cette dernière, avec Andreas Seidel, a déjà son PDG souhaité chez Sauber et souhaite engager un pilote allemand dans la marque. Faire venir Mick Schumacher chez Audi en 2024 serait donc logique. Audi aurait définitivement du sens pour Mick et pour Audi, mais il pourrait se passer quelque chose chez Mercedes. Donc fini à Ralf Schumacher. Ah bah non, c'est pas fini encore. Ce n'est pas fini. Supposons que Russell soit à nouveau plus rapide qu'Hamilton. Est-ce qu'il continuera alors tout court, Lewis? Ce sera passionnant, mais Lewis a tellement de crédit chez Mercedes qu'il décide ça lui-même. De toute façon, l'argent ne jouera pas de rôle pour lui. Il en a plus qu'assez. Le facteur décisif sera de savoir qui convient le mieux à la nouvelle voiture. Conclut Ralph. Il reste à savoir dans quelle mesure les idées de Ralph sont réelles. Il semble irréel qu'un pilote qui a échoué chez Haas ait une chance dans une équipe de pointe comme Mercedes en 2024, après une année sabbatique. C'est vrai, c'est pas crédible en fait. Il faudrait qu'il prouve... Ou alors, il faudrait vraiment, à la limite, qu'il remplace une ou deux courses, un des deux pilotes, et qu'il fasse des performances exceptionnelles chez Mercedes, qui devance soit Hamilton, soit Russell, quoi. Mais j'y crois pas, honnêtement, j'y crois pas. De plus, Hamilton lui-même a indiqué qu'il souhaitait plonger après 2023, donc oui, effectivement, ça laisse pas de place pour Mick.
Mais bon, sait-on jamais, une blessure grave, je sais pas, une jambe cassée, un accident de ski au hasard pour un des deux pilotes. On sait jamais. Bon, je vous laisse commenter ça. Est-ce que vous y apportez du crédit à cette rumeur? Enfin, cette possibilité du coup. Ciao. Alors, la ville de Séville obtient le troisième plus grand circuit. Ils vont ajouter donc un nouveau circuit dans cette ville. Ah non, attendez, c'est dans la ville de Carmona, située à Séville. Ah si, c'est ça, oui. Soy Motor rapporte que le gouvernement régional a donné le feu vert pour un circuit à Séville, ou aux alentours, quoi, juste à côté. Les anciens pilotes David Garcia et son père Nono Garcia sont les entrepreneurs du projet. Le circuit devrait être opérationnel en 2024. 5 millions ont déjà été investis dans le projet. Le terrain a été acheté. Et ils partent de zéro, ils vont construire le circuit en 1 an seulement. Ça me paraît peu. Ouais, je suis un peu étonné là. Grand Prix d'Espagne a de la concurrence depuis un certain temps, notamment de la part de Madrid. La capitale aimerait avoir une place sur le calendrier F1, mais n'a pas encore de circuit pour être prêt pour répondre aux exigences. La course en Espagne se déroule à Barcelone depuis 91. Avec l'arrivée du circuit de Séville, Barcelone pourrait avoir un autre concurrent. Eh bien, j'attends de voir ce que ça peut donner ce tracé de Séville, du coup. Ah bah voilà, il est là. Bah écoutez, ouais, il a pas l'air très grand. Ah oui, c'est situé à 20 km de la capitale, donc ouais, c'est dans une ville à côté, quoi. Donc l'article n'était pas très précis, hein. 4 km 500 de long, une largeur de 12 mètres et une pente maximale de 4,92%. Elle comportera 10 virages à droite et 6 virages à gauche, ainsi qu'une ligne droite principale de 773 mètres. Des caractéristiques qui en font le troisième plus grand circuit d'Espagne, juste derrière Motorland, à Aragon et Barcelone, donc. Très bien, bon bah écoutez, le tracé a l'air correct, hein. Après ça casse pas des briques, hein, mais ça m'a l'air assez correct. Donc on verra si en 2024 il est prêt ce circuit du coup. Même si Barcelone, je crois qu'ils ont un contrat qui va au-delà de 2024, il me semble. Donc on verra. Vous en pensez quoi de ce nouveau tracé? Ciao ciao. Horner et son plafond budgétaire maudit pour Red Bull, j'aimerais voir moins de pression de la limite. Horner souligne qu'il s'agit d'un aspect difficile à contrôler, il considère qu'il a déjà apporté des choses positives au sport. Je pense que c'est un ensemble de règlements très compliqués, et bien sûr ils vont évoluer. Pour Horner, l'un des aspects à améliorer est la pression excessive lorsque l'on travaille au-delà de la limite budgétaire. J'aimerais voir moins de pression au-delà de la limite à l'avenir. Donc c'est quoi qu'il veut en fait? C'est moins de pénalités, plus de compréhension de la part de la FIA. Le principal facteur de coût sont les réglementations techniques et sportives, et si nous mettons davantage d'accent sur ce que sont ces coûts et sur la manière dont ces coûts sont entraînés par la réglementation, ça mettra moins de pression sur le plafond. Le responsable de l'équipe est conscient que c'est une question compliquée à réglementer, mais il estime que le plafond budgétaire a déjà apporté pas mal de choses positives au sport et qu'il peut continuer à le faire si des améliorations sont apportées. Je pense qu'il y a des choses qui sont inévitablement difficiles à contrôler, ou même douteuses quant à leur légalité, comme lorsque vous remettez en question des choses comme les plafonds salariaux et autres. C'est un processus et une courbe d'apprentissage. Il y a beaucoup de choses dans la limite budgétaire qui ont été positives, mais il y a des domaines qui peuvent être développés et améliorés. Ouais, ça reste vague, hein, ce qu'il dit. Alors, est-ce qu'il voudrait, lui, retirer des choses du plafond budgétaire encore, justement, genre les salaires, ou je sais pas, pour qu'il y ait moins de pression, comme il dit. Bon, je vous laisse me donner votre avis là-dessus. George Russell plaisante sur Hamilton, sauvant sa carrière. Lewis aurait sauvé la carrière de Russell? On a demandé à George s'il était surpris par la fin de Lewis de courir jusqu'à la quarantaine. Non, dit Russell d'un ton neutre. Quand vous voyez le niveau auquel il est performant, il a l'air jeune, il est en forme, il aime la course. Il apprécie également ce voyage que nous entreprenons en tant qu'équipe pour amener Mercedes aux avant-postes. J'ai beaucoup de raisons de le remercier, car si Lewis n'avait pas été mon coéquipier cette année, les gens auraient pensé très différemment de moi cette année. Je plaisante avec lui en disant qu'il a probablement sauvé ma carrière en restant en Formule 1 cette année, car s'il avait pris sa retraite, et j'ai eu exactement la même année que j'ai fait cette année, je suis sûr que la perception était radicalement différente. Oui, donc en gros, on l'aurait accusé de... S'il y avait un autre pilote avec lui, avec Russell, on aurait dit, oh, finalement, les deux nouveaux pilotes Mercedes, c'est pas ouf, quoi. C'est pas la voiture le problème, c'est les pilotes. Je pense que c'est un peu ça qu'il veut dire par là, quoi. Bon, ok, je vois. Bah, dans ce cas-là, oui, peut-être effectivement que... On se dit maintenant que Russell est un cador. Niveau talent. Il fait partie des meilleurs. Je vous laisse commenter. Brundle met en garde Hamilton et Charles Leclerc pour la saison 2023. Avec 17 victoires sur 22 possibles en 2022, Max Verstappen et Red Bull ont fait preuve d'une véritable domination, commente Brundle aujourd'hui, consultant pour Sky Sports pour les Grands Prix. En termes de points, Max possédait l'équivalent de 5 victoires d'avance sur Charles Leclerc à la fin du championnat, et Red Bull 4 sur Ferrari.
Ce qu'ils ont accompli en 2022 est immense. Max évolue désormais à un tel niveau qu'il sera vraiment difficile de le battre au cours des prochaines années, à commencer par l'année prochaine 2023. J'espère toutefois que Ferrari et Mercedes parviendront à réduire leur retard sur Red Bull et que des équipes comme McLaren, Alpine et Aston Martin permettront d'avoir un championnat plus serré l'an prochain. Bah oui, c'est tout ce qu'on souhaite, évidemment, pour le spectacle. Et d'ailleurs, il parle du calendrier, on sait toujours pas quel circuit va remplacer, du coup, la Chine. Ce serait bien de déterminer ça, la FIA, quand même. Bon, peut-être que là, ils sont en vacances, voilà, ils fêtent Noël, etc. Ouais, on va les laisser se reposer, hein. Je vous laisse commenter ça. Alors, évoquant un peu Audi, de nouveau, ils nomment la saison au cours de laquelle ils veulent se battre pour les victoires en Formule 1. Donc Audi qui rachètera Sauber, qui sera donc Audi Motorsport ou Audi Racing, je sais pas, en 2026. Donc ça sera pas une nouvelle équipe, ça sera du coup sur les fondations de Sauber. On est conscient du fait qu'il y a un gros défi qui nous attend. Pour Audi, l'entrée en 2026 est intéressante car nous sommes décidés tôt. Il nous reste 42 mois avant la première course. Si nous regardons les 30 dernières années, ça doit être l'une des décisions les plus précoces prises par un constructeur. De plus, 2026 c'est le début d'un cycle réglementaire, alors que les autres sont généralement entrés au milieu d'un cycle. Les sources d'énergie vont changer, mais le châssis aussi. D'une certaine manière, l'avantage des concurrents ayant plus d'expérience pourrait disparaître, et ça sera plus facile pour les nouveaux fabricants de rivaliser. Quand on leur demande combien de temps il faudra vraiment pour devenir compétitif, ils répondent « Nous voulons être compétitifs d'ici 3 ans. C'est un objectif réaliste. Nous voulons concourir pour les victoires dès la 3e année. » Alors Baker semble viser 2028. Andreas Seidel devra gérer le projet. Il arrive de l'équipe McLaren et passera les 3 prochaines années à se préparer pour ensuite devenir le patron de l'équipe. On demande ensuite à l'homme de tête si Audi serait intéressé par la fourniture de moteurs à d'autres équipes. Nous pourrions être obligés par la FIA de fournir des moteurs conformément au règlement. Si ça se produit, nous serons certainement prêts. Mais pour l'instant, nous ne cherchons pas à créer une équipe cliente, il est trop tôt pour ça. Nous allons nous concentrer sur notre propre programme d'usine. Bon, et voilà. Donc en gros, ça veut viser la victoire dès 2028, vu qu'ils arrivent en 2026, sur des bases plutôt bonnes, parce que bon, Sauber, Alfa Romeo, en ce moment, c'est pas trop pourri, ça va. Il y a pire, on va dire. Il y a mieux aussi, mais bon. Bon, je vous laisse commenter, on verra si j'y arrive. 47 vidéos faites cette semaine sur la chaîne, le résumé de la semaine. Alors, Marco qui évoque Isaac Hadjar, et selon lui, il ressemble à Prost. Bon, je l'appelle le petit Prost parce qu'il lui ressemble un peu. Intervient Marco dans une conversation. Ensuite, nous avons Zane Malone, un talent de la Barbade, et Enzo Fittipaldi, le pilote pour nous en Formule 2, et doivent faire leur preuve là-bas. La clé est d'être à l'avant de façon constante. Liam Lawson n'était parfois pas parmi eux. Avec ça, l'Autrichien a déjà confirmé 3 talents dans la classe d'entrée 2023. Ayumu Iwasa, japonais, Dennis Auger, Yuri Vips et Yaren Daruvala ont également défendu les couleurs Red Bull la saison dernière. Ce dernier, depuis parti comme pilote de réserve dans l'équipe Formule Mahindra. Avec Vips, les liens ont été rompus après une déclaration maladroite sur internet pendant la saison. Iwasa, qui a aussi des liens avec le sponsor Honda, et Auger n'ont fait leur début en Formule 2 que la saison dernière et semblent se préparer pour une autre saison. Lawson a été envoyé au Japon par Marco pour participer à la Super Formula japonaise, comme Gasly dans le passé. Une excellente préparation pour la Formule 1. Sébastien Montoya courra en Formule 3 l'année prochaine pour le compte de Red Bull. Nous avons donc une large base, mais si, comme cette année, aucun pilote de haut niveau se présente, nous regardons sur le marché extérieur. Et c'est là que Nick De Vries entre en jeu. En fin de compte, nous avons besoin de pilotes qui ont le potentiel de gagner un Grand Prix un jour. Et non, on n'avait pas ça à l'époque. Ils sont trop jeunes, donc il leur manque 2-3 ans encore de préparation. Est-ce que Nick De Vries est un bouche-trou en attendant mieux ? On peut se poser la question. Mais attention à Tsunoda aussi, parce que lui, il pourrait jarter s'il fait une mauvaise saison 2023. La pression dans le clan AlphaTauri, je vous laisse commenter. Alors, encore Ross Brown, du coup. Si les fans sont ouverts d'esprit, ils doivent aimer le sprint. Nous devons nous assurer que nous conservons un noyau dur de fans fidèles. Nous ne voulons pas les aliéner. Et c'est pourquoi je dis que je pense que l'intégralité de la course est essentielle. Pour lui, les sprints ont eu un véritable apport. Il évoque alors l'idée toujours sous-jacente des grilles inversées, même s'il se montre prudent. Il y a toujours ce débat sur les grilles inversées. Les grilles inversées seraient plutôt divertissantes. Je pense que la plupart d'entre nous aimeraient voir ce qui se passerait. Mais il y a une partie de nos fans qui pensent que ça deviendrait trop artificiel, trop catch, et qu'il faut récompenser les meilleurs. Je comprends ça aussi, et je pense que nous devons être très prudents de ce côté-là. Moi, ce que je pense, à la limite, ce qu'il pourrait faire, c'est faire la qualif donc le vendredi soir, comme prévu, qui déterminerait donc la grille de la course principale le dimanche. Ok, ça on change pas. Par contre, du coup, on inverserait les positions sur le sprint. Ou alors, à la limite, on pourrait inverser juste le top 10. Pour pas que ça soit trop artificiel, quoi. Par exemple, voilà, celui qui fait la pole
pour la course principale le dimanche, il partirait 10e pour la course sprint, et le 10e, celui qui s'est qualifié 10e partirait premier. Donc moi je dis ça pourrait être pas mal en vrai. Ça fera un peu comme la F2 en fait. Et après on fait la course sprint avec ce classement là, le top 10 inversé, et le reste de la grille comme normal quoi. Moi je dirais que ce serait pas choquant quoi. Par contre inverser toute la grille, avoir une Haas ou une Williams première en sprint sur la grille, ça serait un peu bizarre je pense quand même. Bon après je sais pas, c'est pas moi qui décide après encore une fois. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Bon je continue. À présent, il y a une course sprint, et pour moi, une course sprint ne peut qu'apporter un plus, parce que c'est une compétition, un concours, le meilleur gagne, le plus intelligent gagne. C'est la méritocratie. C'est juste une démonstration supplémentaire du talent des pilotes pendant un week-end de course. Je pense que le sprint est génial. Je vois pas pourquoi quelqu'un aurait vraiment un problème avec ça. S'ils sont ouverts d'esprit, ça devrait plaire à nos fans. Je comprends pourquoi une grille inversée pourrait diviser et déstabiliser certains de nos fans. C'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Braun estime ainsi que la F1 actuelle a trouvé le bon équilibre entre le produit qu'elle offre et ce que les fans veulent voir. Je pense que nous sommes dans une excellente situation. Nous semblons avoir un bon engagement avec nos fans existants. Nous avons ce nouveau groupe de fans avec lequel nous devons continuer à nous impliquer, et je pense que nous avons saisi l'opportunité de donner à nos fans un aperçu beaucoup plus profond que jamais de la discipline. Je peux comprendre pourquoi les personnalités sont attrayantes, et comme vous le savez, nous avons ouvert les réseaux sociaux, ce qui a ses inconvénients, et nous ne l'empêcherons jamais. Mais je pense que pour les fans qui s'engagent dans le sport et alimentent leur passion, c'est bien. Très bien, bon voilà. Déjà, ils doivent déterminer aussi s'ils refont une qualif ou pas pour l'année prochaine, là, pour déterminer la course sprint, la grille de la course sprint. Ça, ils l'ont pas encore décidé, donc bon, ça ne saurait tarder, normalement. Bon, on verra bien ce qu'ils décident. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des courses sprint et du format? Ciao. Red Bull se moque de la sanction de la FIA. Tiens donc. Avec Noël et Nouvel An qui arrivent bientôt, l'heure du bilan et de la clôture a commencé, semble que Red Bull ferme le chapitre de l'amende et ose même s'en moquer. Le souhait de Noël, que l'équipe a posté sur Twitter vendredi soir, le suggère. En effet, le Père Noël dit sur l'image « Cette dame nous a peut-être fait dépasser le budget. » Voilà, les mecs, quoi. Ils en rigolent, mais bon, voilà, quoi. Au final, ils ont été pénalisés, donc coupables. Hein? Regardez, petit Max et petit Sergio, qui ont reçu une monoplace en cadeau. Et je vois que d'ailleurs, il y a un carton avec une Mercedes et une Ferrari. Les jouets qu'ils ne veulent pas, en gros. Donc ils ne veulent pas d'une Ferrari, d'une Mercedes. Bon bah, ça c'est pas très gentil, ça. Voilà, bah Red Bull Racing, hein, toujours dans le trollage. On a l'habitude avec eux, de toute façon. Dans la provocation, donc voilà. Les fans de Red Bull et de Verstappen vont s'en délecter, évidemment. Les autres vont rager. Bah, c'est comme ça que ça marche, hein. Qu'est-ce que vous en pensez de cette provocation de Red Bull? Ciao, ciao. Ross Brawn a bon équilibre entre bonne et mauvaise course en F1 en 2022. Je pense que c'est une question de degré, n'est-ce pas? A-t-il répondu lorsque Motorsport lui a demandé s'il s'inquiétait que les nouvelles règles n'offrent pas constamment de bonnes courses. Je suis un peu de la vieille école et j'ai l'impression que si on avait une course géniale chaque week-end, ça deviendrait banal. Et nous avons besoin de courses moyennes pour nous rappeler à quel point les courses sont belles. Les belles courses sont belles. Ouais. Moi je dis pas non à des courses de fou à chaque week-end, hein, clairement. Je suis un amateur de vin et un très bon ami m'a rappelé qu'il faut de temps en temps boire de l'alcool de supermarché pour se rappeler à quel point ce qui est bon est bon. Ce n'est pas qu'il y ait quelque chose de mal avec la piquette de supermarché, mais c'est juste pour voir la référence. Si vous avez des courses spectaculaires chaque week-end, je me demande 3 petits points. Mais il n'y a pas beaucoup de mauvaises courses. Si, Monza était un peu ennuyeux, n'est-ce pas? C'était un peu flou. Mais je me souviens que nous avons eu de grandes courses au Brésil, c'était génial, Austin était super, c'est plutôt la majorité. Je pense que la majorité des Grands Prix ont été de belles courses, et c'est ce que nous voulons. Si nous pouvons en avoir une majorité, les gens vont toutes la regarder jusqu'au bout. Même les courses qui semblent être un peu ennuyeuses peuvent prendre vie avec les voitures de sécurité. Tout à coup, ils sont tous regroupés, ils peuvent se battre à nouveau. Donc je pense que l'équilibre est bon en fait, en termes de courses passionnantes, et j'en suis content. Ouais, bon après, il y a pas mal d'autres courses qui étaient pas terribles, hein. Cette saison, Miami, pour un nouveau circuit, j'ai trouvé moyen pour le coup. Grand Prix de France, bon, à part la sortie de Leclerc, après, c'était un peu ennuyeux. Puis je saurais pas vous dire les autres, parce que je m'en souviens plus trop. Pour être honnête, donc dites-moi en commentaire hein, si la saison 2022 vous a plu ou pas. En termes de spectacle, en piste. Allez, ciao. Alors, Carlos Sainz compare Marc Marquez à un pilote de F1. Verstappen, non. Senna, voyons. Le journal AS donc a demandé à Sainz quel pilote de F1 serait Marquez. Marquez en F1 serait Senna, je n'ai aucun doute à ce sujet, car il est le seul que j'ai vu faire des choses impossibles comme Senna l'a fait. Et si Marquez ressemble le plus à Verstappen parmi les pilotes de F1 actuels, il répond « Peut-être, mais je préfère m'en tenir à ma réponse de Senna ». Sainz entamera sa 3e saison chez Ferrari la saison prochaine, toujours en tant que coéquipier de Charles Leclerc. L'Espagnol lui-même est particulièrement désireux de gagner en régularité en 2023. Un premier titre mondial est l'objectif, mais bien sûr, Sainz dépend aussi de la compatibilité de la Ferrari.
Donc voilà, ils ont déposé leurs vœux de fête de fin d'année, comme beaucoup d'autres. Donc voilà, écoutez, si vous suivez la MotoGP, à quel pilote ressemble le plus Marc Marquez? Parmi les pilotes actuels, il semblerait que ce soit quand même Verstappen. Et bon, Sainz dit qu'il ressemble plus à Senna. Bon, je sais pas à qui croire. Vu que je connais pas très bien Marc Marquez, je suis pas à la MotoGP, donc compliqué. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vous. Ciao.